Un pays composé de milliers d'îles, où des choses incroyablement étranges semblent exister, presque comme dans des films de science-fiction. Par exemple, une tribu de gens-poissons, une terre de méduses dorées ou même des dragons. Je sais que cela semble invraisemblable, mais tout ce que je viens de décrire est entièrement réel. Je vais vous prouver que dans ce monde, il existe véritablement d'innombrables choses extraordinaires que vous n'auriez jamais imaginées. Numéro 15. La tribu aux yeux bleus. En mettant de côté les réglementations illogiques du gouvernement indonésien, passons à quelque chose de véritablement spécial que seul ce pays possède, une tribu avec de magnifiques yeux bleus. L'île de Buton, la 19e plus grande île d'Indonésie, située dans la région sud-est de Sulawesi, abrite une tribu unique appelée les Butonais. Cette tribu est divisée en plusieurs clans plus petits, parmi lesquels certains individus ont des yeux d'un bleu ciel éclatant. C'est extrêmement rare en Indonésie, où la majorité de la population a les cheveux et les yeux noirs. De plus, cette particularité rare est connue sous le nom de syndrome de Waardenburg, qui affecte la pigmentation des yeux en raison de la transmission d'une mutation génétique spécifique. Ce syndrome est une mutation génétique rare, touchant environ une personne sur 42 000. En plus d'affecter la pigmentation des yeux, il peut également provoquer une perte d'audition. Des adultes aux enfants, les membres de la tribu butonaise sur l'île de Buton ont tous les yeux bleus. Si quelqu'un ne connaît pas l'origine de ces yeux, il pourrait facilement croire qu'ils viennent d'une autre planète ou qu'ils sont le produit d'une intelligence artificielle. Numéro 14. L'interdiction de la cohabitation. Si vous envisagez d'emmener votre partenaire romantique en Indonésie pour un voyage, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Je ne sais pas si le gouvernement indonésien a un problème avec la notion de liberté individuelle, mais il a effectivement interdit les relations prémaritales et la cohabitation pour les couples amoureux. Les personnes engagées dans des relations extra-conjugales risquent jusqu'à 1 an de prison, tandis que les couples non mariés vivant ensemble pourraient être condamnés à 6 mois de prison. Cependant, seuls les parents, conjoints ou enfants des contrevenants ont le droit de les signaler aux autorités. L'application de cette loi a suscité des inquiétudes parmi de nombreux touristes étrangers souhaitant visiter l'Indonésie, y compris l'île touristique de Bali. Bien que toutes les entreprises et les touristes trouvent cette réglementation profondément injuste, le gouvernement indonésien reste déterminé à mettre en œuvre son intention de longue date. Ils soutiennent qu'en tant que pays à majorité musulmane, de nombreuses conceptions du mariage, de la famille et de l'éthique sont basées sur les principes religieux de l'islam. Selon eux, interdire les relations prémaritales apporterait plus de bénéfices que de tort à la jeunesse. Numéro 13. La tribu des nomades de la mer. Combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle? 1 minute? 3 minutes? Si vous parvenez à tenir 5 minutes, vous êtes considéré comme exceptionnel. Mais saviez-vous qu'en Indonésie, il existe une tribu capable de retenir son souffle pendant des dizaines de minutes, voire plus? Les Bajau sont l'une des tribus les plus uniques au monde, menant une vie nomade sur les rivières et les mers, sans nationalité. En tant que peuple maritime, ils vivent dispersés en Asie du Sud-Est, de l'Indonésie aux Philippines et en Malaisie. Les Bajau sont connus comme les « maîtres de l'apnée » en raison de leurs incroyables capacités de plongée libre. Ils sont les gardiens de la mer, leur existence étant intimement liée à l'océan. Leurs traditions et coutumes sont entièrement tournées vers la protection de la mer. Quel que soit leur âge ou leur sexe, les garçons, filles et enfants Bajau sont passionnés par la plongée. Ils peuvent passer jusqu'à 8 heures par jour sous l'eau. Certains consacrent même 60% de leur temps en immersion. Selon les dernières recherches, le corps des Bajau s'est adapté à leur mode de vie sous-marin. Certains organes internes, comme la rate, ont évolué pour devenir plus grands, ce qui aide à augmenter la quantité d'oxygène dans le sang lors des plongées. En plongeant, leur rythme cardiaque ralentit et le sang est dirigé vers les organes vitaux. Une rate plus volumineuse, contenant davantage de globules rouges riches en oxygène, leur permet de prolonger leur temps d'apnée. C'est une preuve cruciale que la tribu des gens de la mer a évolué génétiquement pour s'adapter à son environnement. Il s'agit d'un trait génétique plutôt que d'une compétence acquise. Seyful, un plongeur professionnel, décrit comment les Bajau plongent, comme s'ils dansaient, se déplaçant avec une extrême lenteur. Malgré son expérience, Seyful ne peut descendre qu'à environ 5 mètres, tandis que les membres de la tribu peuvent atteindre des profondeurs de 12 à 15 mètres. C'est ce qui rend cette tribu unique. On sait que les bébés Bajau commencent l'entraînement à la plongée libre dès leur plus jeune âge. Certains tout petits, âgés de seulement 3 ou 4 ans, suivent leurs parents en mer pour s'entraîner à plonger. Leur vie est centrée sur la pêche, utilisant des outils primitifs et fabriqués par eux-mêmes.
En plus de la pêche, ils plongent pour récolter des concombres de mer, des perles ou des oursins, précieuses ressources qu'ils échangent contre de la nourriture sur la terre ferme. En raison de leur mode de vie marin nomade depuis des siècles et de leur isolement de la société moderne, cette tribu reste peu connue. Ils ont vécu pendant des générations attachés à l'océan, mais n'appartiennent à aucune nation. Sans nationalité, les Bajau ne disposent d'aucun droit de citoyenneté ni des avantages sociaux auxquels une personne ordinaire peut prétendre. Numéro 12. Terre natale des dragons. Si vous ne croyez pas à l'existence des dragons, alors venez avec moi en Indonésie, où vous pourrez voir des dragons se promener librement dans la nature. En plus du paradis tropical de Bali, l'Indonésie abrite l'île de Komodo, l'une des New 7 Wonders of the World, désignée par New 7 Wonders en 2011. Ce site exceptionnel possède un paysage naturel vierge et majestueux et constitue l'habitat unique du dragon de Komodo, le plus grand lézard vivant sur Terre, souvent appelé dragon. Le dragon de Komodo est une espèce de varan que l'on trouve sur les îles de Komodo, Rinsa, Flore et Gili Motan en Indonésie. Appartenant à la famille des varans, il s'agit de la plus grande espèce de lézard encore existante aujourd'hui. Les dragons de Komodo peuvent atteindre une longueur de 3 mètres et peser jusqu'à 150 kg. Ils préfèrent vivre dans des endroits chauds et secs et sont souvent présents dans les prairies sèches, les savanes et les forêts tropicales à basse altitude. Ils sont principalement actifs pendant la journée, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h, plonger jusqu'à 4,5 mètres et grimper avec agilité. Leur alimentation est composée de divers invertébrés, oiseaux et mammifères, mais leurs proies préférées sont les cerfs, les sangliers et les buffles. Il est important de noter que les dragons de Komodo sont des créatures dangereuses, possédant une morsure venimeuse comparable à celle d'un serpent venimeux. Leur morsure peut provoquer une paralysie, et leur salive contient diverses protéines pouvant entraîner la mort. De plus, les dragons de Komodo sont connus pour simuler la mort afin de tendre une embuscade à leur proie. Par conséquent, lorsque vous observez ces créatures, il est essentiel de respecter les consignes de sécurité, de garder une distance prudente et d'éviter tout contact rapproché pour garantir une sécurité absolue. La meilleure période pour chasser les dragons de Komodo s'étend d'avril à décembre, lorsque le climat est sec et agréable. Pendant cette période, la mer est calme, ce qui facilite l'exploration en bateau de la mer Pantémera. Après avoir accompli les formalités nécessaires, les touristes indonésiens peuvent choisir d'admirer les dragons de Komodo en embarquant pour une excursion de 2 heures vers l'île de Rinsa. Selon l'expérience locale, cette île offre de nombreuses opportunités pour observer confortablement une large variété de dragons de Komodo de tous âges. En seulement 15 minutes, vous pouvez rencontrer 3 dragons de Komodo. La plupart de ces dragons sont éparpillés le long des sentiers. En s'aventurant plus loin, il est également possible d'observer certains moments uniques de leur vie quotidienne. Numéro 11. Pas de poignée de main ni d'utilisation de la main gauche. Serrer la main lorsqu'on rencontre quelqu'un est un geste courtois dans de nombreux pays, en particulier dans les nations développées. Cependant, cela est considéré comme un tabou en Indonésie, surtout pour les femmes. L'Indonésie est le pays musulman le plus peuplé au monde, et les femmes musulmanes n'aiment généralement pas qu'un homme étranger touche leur corps. Idéalement, lorsque vous rencontrez quelqu'un en Indonésie, il suffit de sourire et de hocher la tête en guise de salut. Ce n'est que si la personne tend la main en premier que vous pouvez répondre, et il est important de ne pas serrer trop fort. De plus, l'utilisation de la main gauche est une grave offense dans ce pays particulier. Les Indonésiens désapprouvent fortement l'usage de la main gauche. Selon les croyances locales, la main gauche est considérée comme impure et non hygiénique. Ainsi, utiliser la main gauche pour tenir, donner ou recevoir des objets ou de l'argent sera mal perçu dans ce pays. Donc, si vous voulez quitter l'Indonésie sans encombre, faites bien attention à la façon dont vous utilisez vos mains. Ne soyez pas imprudent, sinon vous pourriez payer un lourd tribut. Numéro 10. Smoothie au piment. Croiriez-vous qu'il existe un plat qui vous donne mal à l'estomac rien qu'en le regardant? Il s'agit du smoothie au piment d'Indonésie. À première vue, il ressemble à un smoothie, mais sa consistance épaisse rappelle celle d'un plat. Et surtout, il ne contient rien d'autre que du piment. Ce plat s'appelle tohu jejro, une collation très populaire en Indonésie. Son ingrédient principal est presque exclusivement du piment oiseau moulu, une variété réputée pour son extrême intensité. En complément, ce plat inclut du tofu frit croustillant, mais en quantité minime. Il se consomme avec de l'échalote et de l'ail. Une fois finement broyé, on y ajoute une sauce pure à base de piment, le tout étant bien mélangé avant dégustation. En voyant les images,
de nombreuses personnes ont exprimé leur surprise devant ce plat rempli de piment. Certains pensent qu'il perdrait sa saveur distinctive à cause de l'excès de piquant. En revanche, la majorité estime que rien qu'en le regardant, on peut déjà sentir son estomac se tordre. Et vous? Après l'avoir découvert, oseriez-vous essayer ce plat? Partagez votre avis avec nous. Numéro 9. Pas de tenue révélatrice ni de manifestation publique d'affection. Peu importe à quel point votre silhouette est attirante, il est conseillé de porter les vêtements les plus modestes possibles en Indonésie, en particulier lors de la visite de restaurants et de temples religieux. Le port de vêtements révélateurs est strictement interdit, notamment pour les femmes. Les vêtements tels que les débardeurs à fines bretelles, les hauts décolletés, les shorts et les jupes courtes sont formellement proscrits. Pour les hommes, il est interdit de porter des shorts ou des débardeurs dans les lieux publics et les temples religieux. En plus du code vestimentaire, le gouvernement indonésien insiste également sur le fait que les touristes doivent éviter les manifestations publiques d'affection. Les Indonésiens ressentent souvent un profond malaise et considèrent cela comme indécent lorsque des couples affichent ouvertement leur affection en public. Dans ce pays, il est préférable de limiter les gestes tels que les accolades et les baisers. De plus, il est essentiel de maintenir une distance respectueuse afin de ne pas incommoder les personnes environnantes. Certains couples ont même fait face à des incidents désagréables, notamment en se faisant jeter des objets dessus, simplement pour s'être embrassés en public. Je suis certain que vous ne voudriez pas que cela vous arrive. Numéro 8. Pas de jeu d'argent. Alors que de nombreuses destinations touristiques autorisent les activités de jeu, en Indonésie, même parier quelques pièces pourrait vous coûter très cher. Les jeux d'argent, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits en Indonésie. Il est donc préférable de rester à l'écart des endroits et des invitations tentantes pour ces jeux de hasard. En cas d'infraction, les conséquences peuvent aller d'une simple amende ou d'une expulsion pour les cas les plus légers à une peine de prison pour les infractions les plus graves. Alors que dans de nombreuses régions du monde, les jeux de cartes sont perçus comme une forme de divertissement pendant les moments de loisirs, en Indonésie, ils sont considérés comme une activité de personnes oisives ou sans emploi stable. La pratique de ces jeux est très mal vue par la population indonésienne. De plus, si vous croisez des musulmans extrêmement pratiquants, vous pourriez faire face à des réactions encore plus sévères. Il s'agit de l'une des interdictions les plus strictes d'Indonésie qu'il est impératif de respecter. Numéro 7. Pas de consommation de porc. Encore une fois, cette règle repose sur les principes de l'islam. Selon cette religion, le porc est considéré comme impur par rapport aux autres animaux d'élevage en raison de son système digestif qui fonctionne beaucoup plus rapidement que celui des autres animaux. Cela entraîne un processus d'élimination des toxines plus court et moins efficace. De plus, les porcs ne possèdent pas de glandes sudoripares, ce qui favorise l'accumulation et le développement des germes pathogènes dans leur tissu adipeux, leur sang et leur viande. La dernière raison repose sur l'instinct des porcs. Parmi tous les animaux d'élevage, les porcs sont les seuls à avoir tendance à changer fréquemment de partenaire, ce qui est considéré comme un comportement inacceptable d'un point de vue moral selon les principes islamiques. Les savants musulmans estiment qu'une partie de la nature humaine pourrait être négativement affectée par la consommation de produits issus du porc. Le gouvernement indonésien soutient les croyances islamiques et a décidé de restreindre ce type d'aliments dans le pays, même si cela entraîne des pertes économiques importantes pour les éleveurs indonésiens. Numéro 6. Les règles de circulation les plus strictes du monde. En Indonésie, tout le monde porte un type spécifique de couvre-chef épais et sécurisé. Un casque dans ce pays coûte environ $13. Ce prix n'est pas considéré comme élevé lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité et d'éviter les ennuis avec la police de la circulation. Le respect strict des règles par la population a fait de ces casques un symbole de civilité routière en Indonésie. Cependant, il est important de noter que cette culture ne provient pas uniquement de la conscience des Indonésiens, mais est principalement imposée par des lois de circulation extrêmement strictes. Selon la loi indonésienne, les motards ne portant pas de casque peuvent encourir des amendes d'environ $500, voir tous leurs papiers d'identité confisqués, être interdits de circuler ou même faire face à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 mois. Bien que ces lois puissent sembler sévères, elles se sont avérées efficaces dans un pays où le taux de mortalité lié aux accidents de moto est le deuxième plus élevé au monde, atteignant 73,6%. Numéro 5. Marché macabre. Si vous aimez les animaux, ne visitez jamais le marché appelé Tomohon en Indonésie. Cet endroit était autrefois une destination touristique célèbre pour l'abattage d'animaux sauvages. Les spécialités du marché incluent des chauves-souris et des serpents,
considérés comme des espèces dangereuses. Le tristement célèbre marché de Tomohon, dans le nord de l'Indonésie, vend des chats, des chiens et des singes. Le traitement impitoyable des animaux et l'expérience d'une « marche en enfer » ont fait de Tomohon une attraction touristique. À un moment donné, ce marché était même listé sur TripAdvisor comme une attraction incontournable. À première vue, Tomohon peut ressembler à n'importe quel marché traditionnel typique. Le parking est bondé de camions et les vendeurs proposent toutes sortes de marchandises, des glaces et bonbons aux jouets en plastique et aux fleurs fraîches. La façade colorée du marché expose des fruits, du poisson fumé et des épices piquantes. Cependant, cette image ne fait que dissimuler les sombres secrets du marché, surnommé le plus effrayant d'Indonésie. En vous enfonçant dans le marché, vous ressentirez une différence frappante. Une odeur nauséabonde imprègne l'air. Des mouches bourdonnent, profitant de l'abondance de viande. Des chauves-souris aux ailes coupées, un serpent éventré sur un bâton, ou encore quelques souris embrochées, ce ne sont que quelques-unes des scènes auxquelles vous pourriez être confronté. Des chiens et des chats sont préparés pour la consommation sur des piquets en bois. Situé dans la région volcanique des Hautes-Terres du nord de Sulawesi, Tomohon était autrefois le plus grand marché traditionnel de Minahasa. La plupart des clients ici appartiennent au groupe ethnique Minahasa, connu pour sa cuisine exotique. Aujourd'hui, bien qu'ils ne mènent plus un mode de vie basé sur la forêt comme il y a des siècles, ils préfèrent toujours les plats ancestraux, y compris le serpent et la chauve-souris. La section viande du marché, tenue par les Minahasa, est la plus animée et vibrante le samedi. La plupart des animaux vendus sur le marché sont chassés par les résidents locaux dans la forêt. Malgré les risques sanitaires potentiels liés à la consommation d'animaux sauvages, les habitants garantissent leur réputation en affirmant qu'ils vendent des aliments sûrs, fondés sur leur crédibilité de longue date. Numéro 4. Mariage sans relation amoureuse. Pouvez-vous croire que certaines personnes deviennent mari et femme après seulement une journée de connaissance? Cela peut sembler absurde, mais en Indonésie, c'est assez courant. De plus en plus de jeunes en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, sautent la phase des rencontres et passent directement au mariage après une brève conversation. Les histoires de succès de mariage sans relation amoureuse ont gagné une grande popularité sur Internet en Indonésie. L'une de ces histoires concerne Muhammad Alvin Faiz, le fils d'un prédicateur polygame célèbre. Des images du jeune homme de 21 ans ont inondé les réseaux sociaux après qu'il ait épousé une jeune fille de 19 ans, initialement catholique, qui s'est convertie à l'islam après avoir rencontré Faiz par l'intermédiaire d'un entremetteur. Revenant à la tendance du mariage sans relation préalable, les partisans estiment qu'il permet aux femmes de choisir un partenaire de vie sans compromis dans les relations prémaritales. Cependant, certains critiques avertissent que se marier uniquement sur la base de la raison plutôt que des émotions peut manquer d'une connexion authentique entre les conjoints et pourrait potentiellement mettre la femme dans une situation précaire. Un mariage réussi signifie que les deux partenaires doivent adhérer aux enseignements de l'islam concernant les devoirs des maris et des épouses. Cela devient un problème significatif si les deux parties ignorent les droits et responsabilités de chacun. Dans de tels cas, le divorce devient inévitable. Numéro 3. L'île d'or. Achetez immédiatement un billet d'avion et dirigez-vous vers Sumatra, en Indonésie, pour ramasser de l'or. Oui, devenir riche ici est étonnamment facile, il vous suffit de vous promener, et vous pourriez trouver de l'or. De nombreux artefacts précieux en or pur, valant des millions de dollars, ont été découverts le long de la rivière Musi sur l'île de Sumatra au cours des 5 dernières années. Les découvertes continues de ces artefacts précieux ont conduit les archéologues à croire que cette zone était autrefois le légendaire empire de Srivijaya. Srivijaya, souvent appelée « l'île d'or » dans le folklore indonésien, serait une ancienne civilisation ayant atteint une richesse et une prospérité incroyables. Jusqu'à présent, les chercheurs tentent de retrouver des traces de l'empire de Srivijaya, qui a mystérieusement disparu vers le XIe siècle. Les récentes découvertes archéologiques ont ravivé l'espoir parmi les scientifiques qu'ils ont trouvé des preuves de l'existence de l'empire de Srivijaya. Des plongeurs locaux, tout en pêchant sous l'eau le long de la rivière Musi, sont tombés involontairement sur ces trésors précieux. Dans la section de la rivière près de la ville de Palembang, les plongeurs trouvent souvent de manière inattendue des trésors anciens, allant de statues de Bouddha datant du XIe siècle ornées de pierres précieuses à de précieux bijoux en or. Malgré la découverte de bijoux en or précieux et de statues de Bouddha en bronze ou même en or, ornées de pierres précieuses et datant du XIe siècle, les archéologues estiment que ces artefacts reflètent la richesse ancienne de l'empire de Srivijaya. Néanmoins, le mystère de la disparition de ce royaume continue d'intriguer les historiens. Numéro 2. Présence répandue des chamans. Si vous vivez en Indonésie pendant un certain temps,
vous remarquerez qu'il y a de nombreux chamans dans le pays, car les Indonésiens sont très superstitieux. De nombreux Indonésiens rencontrent des difficultés financières ou même perdent la vie à cause des fausses promesses de faux chamans qui utilisent des méthodes mystiques et superstitieuses pour tromper leurs victimes. Dans un pays majoritairement musulman comme l'Indonésie, de nombreuses personnes croient aux chamans. Exploitant cela, de nombreux escrocs ont utilisé des tactiques trompeuses pour escroquer les biens de leurs victimes, et pire encore, leur enlever la vie. En avril 2023, la police indonésienne a arrêté un chef spirituel d'un village accusé d'avoir tué au moins 12 personnes après la découverte de plusieurs corps enterrés dans le jardin de l'homme. Il a été inculpé de meurtre prémédité dans sa résidence privée à Banjarnegara, dans le centre de Java. Le chaman promettait d'aider miraculeusement ses clients à obtenir de l'argent, mais lorsqu'il ne ressentait aucune expérience spirituelle et demandait un remboursement, il recourait à l'empoisonnement. En fin de compte, ces chamans travaillent pour de l'argent et ne possèdent pas les pouvoirs surnaturels auxquels de nombreux Indonésiens superstitieux croient encore. Numéro 1. Restriction lors de l'offre d'un cadeau en Indonésie, offrir des cadeaux peut être assez complexe. Les objets tels que le bœuf, les couteaux ou les objets tranchants sont toujours exclus. Lors des premières rencontres, offrir de petits cadeaux est le meilleur moyen d'exprimer de l'attention et de la sincérité pour établir des relations à long terme. Cependant, les cadeaux doivent être modestes, représentant peut-être le symbole de votre pays ou de votre province, et ils n'ont pas besoin d'être emballés. Lorsqu'un cadeau est reçu, le destinataire dit souvent « merci » et met le cadeau de côté sans l'ouvrir avant votre départ. Par conséquent, lorsqu'un Indonésien vous offre un cadeau, il est conseillé de ne pas l'ouvrir devant lui. Vous pouvez offrir des cadeaux à des occasions telles que le retour à la maison, une invitation chez un Indonésien, ou pour exprimer votre gratitude à quelqu'un qui vous a aidé. Les Indonésiens d'origine chinoise apprécient de recevoir de la nourriture en cadeau, mais pas lors d'une invitation à une fête. Apporter de la nourriture dans ce cas implique que l'hôte n'a pas assez pour vous régaler. En revanche, envoyer de la nourriture après coup est perçu comme un cadeau de remerciement. Les bonbons ou un panier de fruits sont le meilleur choix. Ils peuvent refuser le cadeau jusqu'à 3 fois avant de l'accepter pour éviter de paraître avide. Les fleurs sont également un cadeau courant. Cependant, évitez d'offrir un nombre impair de fleurs, car cela est considéré comme malchanceux. Lorsque des hommes offrent des fleurs ou des cadeaux à une femme, des malentendus peuvent survenir. Par conséquent, lorsqu'ils offrent des cadeaux, ils précisent souvent, et vous devriez le faire aussi, que le cadeau vient de votre conjoint. Retenez ces règles pour être appréciées par les Indonésiens, elles